c'est l'actualité des dernières heures, les sous-munitions qui sont accordées maintenant par les Américains. Oui, alors les États-Unis qui tentent de se justifier, le président Joe Biden a évoqué le manque de munitions des Ukrainiens. Dans le même temps, Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a insisté sur l'engagement pris par les Ukrainiens. L'Ukraine a fourni des assurances écrites selon lesquelles elle utilisera ses armes de manière très prudente afin de minimiser les risques pour les civils. D'ailleurs, le gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine a tout intérêt à minimiser les risques pour les civils car il s'agit de ses citoyens. Ce sont les Ukrainiens qu'ils essaient de protéger et de défendre. Et effectivement, le ministre de la Défense ukrainienne a publié un tweet où il évoquait point par point dans quel cas ces bombes à sous-munitions seraient utilisées. En ce qui concerne les armes à sous-munitions, nous avons 5 principes clés que nous respecterons et que nous avons clairement communiqués à tous nos partenaires, y compris les États-Unis. Et ça montre qu'ils réagissent très vite à la polémique, on va en reparler. Ils détaillent vraiment chacune utilisation. Alors quels sont ces 5 principes ? Eh bien, l'Ukraine n'utilisera ces munitions que pour la désoccupation de ses territoires internationalement reconnus. Ces munitions ne seront pas utilisées sur le territoire officiellement reconnu de la Russie. Puis il précise, nous n'utiliserons pas d'armes à sous-munitions dans les villes afin d'éviter les risques pour les populations civiles. Mais il rajoute, les armes à sous-munitions ne seront utilisées que dans des zones où il y a une concentration de militaires russes. L'Ukraine tiendra également un registre strict de l'utilisation de ces armes et des zones locales où elles seront utilisées. Et sur la base de ces registres, après la désoccupation de nos territoires et notre victoire, ces territoires seront classés par ordre de priorité aux fins de déminage. Cela nous permettra d'éradiquer le risque lié aux éléments non explosés des armes à sous-munitions. Enfin, nous rendrons compte à nos partenaires de l'utilisation de ces munitions et de leur efficacité afin de garantir un niveau approprié de transparence et de contrôle. Cécile, merci beaucoup. Ça rejoint ce que vous disiez hier déjà. Il y a une polémique majeure et les Ukrainiens en tiennent compte puisqu'ils se dépêchent. Là, en quelques heures, ils ont produit une sorte de guide d'utilisation. Voilà. La simple circonstance qu'ils essayent de circonscrire l'utilisation de ces bombes à sous-munitions montre bien qu'il y a un grand intérêt. Et j'étais très étonné lorsque j'écoutais hier Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, dire que cela avait été fait en concertation avec la communauté internationale. Dès hier soir, je vous disais, ça va créer une vraie fracture. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on voit que le premier... Je ne me positionne pas sur le plan militaire. Je parle sur le plan politique, déontologique, humanitaire. On voit que le Canada a dit non, nous sommes contre. L'Allemagne a dit non. Et de surcroît, le Royaume-Uni, le Premier ministre britannique a dit nous ne recommandons pas l'utilisation de ces armes. Et donc, on s'aperçoit que... et je voudrais ce soir dissiper un malentendu. Parce que sur les réseaux sociaux, on dit que dès lors qu'on évoque une certaine réserve, eh bien finalement, on épouse le discours de Vladimir Poutine. Ce n'est pas le cas. Je dis ce soir, il faut fournir toutes les armes nécessaires à l'Ukraine, les F-16, les missiles à longue portée, mais rajouter des armes criminelles aux armes criminelles utilisées par la Russie, ce n'est pas une solution. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a vraiment beaucoup d'opposition donc à l'utilisation de cette arme, même sur le plan strictement militaire. Cela semblerait être effectivement efficace. Mais je dis qu'il y a d'autres moyens de libérer l'Ukraine, c'est de fournir le plus rapidement possible des missiles à longue portée. Mais c'est ce que disait le général Richoux hier. Mais ça veut dire, pardon, pour vous, c'est une faute. Pour vous, c'est une faute. Oui, pour moi, c'est une faute. Ouais. Oui, je voudrais simplement, moi, développer un argument qui n'a pas encore été développé ici. Alors, tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone improbable. Voilà, donc c'était Alain Madelin, et qui me donnait son avis sur cette affaire-là. Et lui, pour lui, il était assez choqué que l'on sorte de l'argument moral, parce qu'il dit les Ukrainiens tirent sur leur propre territoire. Il ne s'agit pas des États-Unis qui tirent au Vietnam, au Laos, etc., et qui laissent pour 50 ans, sur une population étrangère, des bombes, etc. Donc, ils disent il appartient à eux de tirer sur leur territoire parce que c'est le leur, et ensuite de cadastrer les endroits où ils auront fait ça pour mieux dépolluer après. Et donc il était assez énervé sur l'argument moral en disant c'est tout à fait leur droit de tirer sur leur territoire. Donc ça c'est un argument effectivement que l'on peut entendre en plus de votre argument qui est tout à fait recevable. Et il m'a bien précisé en plus qu'il détestait ces armes et que toute sa vie il a lutté contre. Est-ce que ça risque de brouiller la distinction entre l'agresseur et l'agressé ? On le rappelle toujours, il n'y a aucun doute là-dessus, mais évidemment, les Russes vont essayer d'utiliser les déclarations de Medvedev aujourd'hui, qui pousse un peu ce thème-là en s'en prenant aux Américains. On va la lire ici, il s'en prend à Joe Biden que vous citiez. Peut-être que le grand-père mourant, il parle ici de Joe Biden, obsédé par des fantasmes malsains, a simplement décidé de partir gracieusement, provoquant l'Armageddon nucléaire et emmenant avec lui la moitié de l'humanité dans l'au-delà. Voilà, ça c'est le style toujours Medvedev, mais évidemment là, ils exploitent une veine
qui vont essayer de pousser le plus possible. Là, de la part d'un alcoolique, il fait preuve de lyrisme quand même. Là, je pense que... Mais c'est du Medvedev, ça. On l'a vu, il est dans l'outrance permanente pour essayer d'exister parce qu'il n'existe pas sur le plan politique. Donc, en fait, je dirais, son avis, il a assez peu d'importance. En revanche, ça va être forcément brouillé dans les populations occidentales qui sont pleines de sensiblerie, etc. Mais il faut quand même rappeler que, d'abord, c'est utile militairement. Et quand on n'a pas le choix de faire autrement, je l'ai déjà dit, mais si moi, en tant que chef militaire, on me dit tu n'as que ça, tu les veux ou tu les veux pas ? Eh bien, je le prends. Oui, David Eitelman, qu'est-ce qu'il en est vraiment de l'utilité militaire très concrètement dans les images qu'on voit depuis quelques semaines, jours, heures? Qu'est-ce que va changer l'arme à sous-munitions ? Si on met de côté toutes les dimensions humanitaires et psycho. Militairement, ça a un vrai intérêt parce qu'on est sur une munition qui va être capable de rayer tout ce qu'il peut avoir sur à peu près 100 mètres de diamètre. C'est-à-dire que vous avez un champ dans lequel vous avez 2, 3, 4, 5 véhicules, vous n'avez pas besoin d'envoyer 5 obus, vous en envoyez un, ça couvre la totalité de ce qu'il y a en dessous. Typiquement, si vous devez avancer face à des tranchées, dans des tranchées, vous savez, elles sont en zigzag, et il faudrait réussir à taper dans une tranchée et ça ne tue que les hommes qui sont dans ce zigzag. Mais si vous envoyez une munition, et ça fait exactement ce qu'on est en train de voir à l'écran, vous allez totalement tuer la totalité des occupants de toutes les tranchées sur 100 mètres de largeur. Et ça, pour les gars comme Franck qui vont devoir aller nettoyer les tranchées derrière, et bien évidemment, ça leur facilite la vie. Et vraiment, il y a quelque chose qui est important. On n'est pas sur les munitions soviétiques dont il y a 40% des explosions qui vont devenir des mines par la suite. On est plutôt entre 2 et 4% avec des couleurs jaunes pour pouvoir les repérer facilement. Donc c'est quand même quelque chose qui est pensé, même pour celles qui n'explosent pas, ça fait quand même beaucoup moins de dégâts que ce qu'on pourrait avoir par le passé. Mais c'est quand même particulier de se dire qu'on envoie ça pour déminer, mais en même temps, ça peut devenir des mines. C'est-à-dire que c'est pas très cohérent non plus. C'est vrai qu'il y aura une petite proportion de ces petites munitions qui ne vont pas exploser, mais c'est vrai que c'est un autre usage. Mais Xavier, pardonnez-moi, c'est pas une petite proportion. Attendez, on vient d'entendre handicap international et on sait très bien que s'il y a quand même, moi j'ai vu ce que ça a fait sur certains terrains de guerre, c'est quand même une arme qui provoque énormément de critiques. Donc effectivement, ça peut aider, mais c'est une arme sale. Et je voudrais revenir simplement sur ce que Patrick disait, qui me paraît très intéressant. Pourquoi les Américains font ça ? Par rapport à tout ce débat où les Ukrainiens ne cessent de réclamer plus d'armes, il n'y a pas de F-16 qui sont arrivés à temps comme Zelensky le demandait, il n'y a pas les missiles à très longue portée qui sont arrivés. On donne aux Ukrainiens des armes à sous-munitions, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Ça va aider, mais en même temps, c'est quand même une arme très sale qui va vraiment poser problème dans un jour la reconstruction de l'Ukraine. Moi, je fais un pari, c'est qu'il y aura plus de déminage grâce à ça que de mines qui vont être posées par les sous-munitions qui n'auront pas explosé. Quand vous faites exploser des centaines de mines sur un champ et qu'il y en a 3 qui restent, vous avez quand même fait sauter des centaines de mines. Si on reste à l'explication très technique, on a vu ces lignes de défense où il y avait parfois 1, 2, 3, même jusqu'à 7 lignes de défense. Oui. Est-ce que l'arme à sous-munitions permet vraiment d'avancer sur 7 lignes de défense en même temps? Une tranchée sur 100 mètres de large, et puis évidemment, une fois que les hommes ont avancé, on peut nettoyer la tranchée suivante de cette manière-là, sans avoir besoin de risquer la vie des soldats, des fantassins qui vont devoir partir à l'assaut. Ça veut dire qu'on peut avancer avec les chars aussitôt après ? Normalement, si dans un champ de mine, alors là, il faudrait voir, effectivement, je pense effectivement que ça va, je suis d'accord avec Xavier, ça va être beaucoup plus déminé que ça va ne poser de mine. Mais il faut savoir que dans les systèmes occidentaux, il existe des lanceurs de mines pour déminer les champs déjà. C'est-à-dire, c'est des espèces de cordons d'explosifs qui vont sur 60 mètres et puis qui font péter par sympathie toutes les mines qui sont dans le champ. Et en fait, là, le principe n'est pas totalement différent. C'est à peu près ça. C'est-à-dire lancer des explosifs. Et donc, moi, je suis absolument d'accord que effectivement, ça va polluer un peu le terrain, mais dans les champs de mire, ça va dépolluer beaucoup plus que ça va polluer. C'est vraiment une guerre des mines. Regardez cette image que nous avons reçue d'un déminage. Alors là, c'est beaucoup plus sommaire. Ça ressemble plus à un gros tracteur qu'aux techniques les plus sophistiquées. Oui, les Ukrainiens sont en train toujours de se battre, là, vraiment, kilomètre carré par kilomètre carré. Il y a un minage du terrain qui est un facteur décisif. Oui. Là, ils vont simplement retourner ce qu'il y a devant eux, ça fait exploser énormément de mines avec ces systèmes. Ces systèmes sont d'autant plus précieux qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que
nos armées, c'est vrai qu'on a acheté 200 chars, parce que c'est ça qu'on compte, et à côté, les engins de déminage, le génie, les sapeurs, ils sont assez pauvres. Donc, on n'en a pas fourni énormément à l'Ukraine. Ils s'en servent beaucoup. Et ils ont aussi appris avec le temps, avec des systèmes, des petits robots en particulier, et sortes de moissonneuses-batteuses qui sont devant. Donc, il y a beaucoup d'équipements accessoirement. Oui, c'est la comparaison. C'est plus soviétique. C'est plus soviétique que la comparaison. Les lanceurs de mines des mineurs, je crois que dans l'armée française, on en a 11. Vous voyez, donc c'est vraiment des matériels très très rares. Et donc, on n'est pas capable de déminer tous les champs de mines grâce à ça. Donc il faut trouver des moyens alternatifs. C'est essentiel si on veut passer, parce que ils ont posé des mines, mais ça, tous les systèmes défensifs font des mines. On fait semblant de découvrir ça existe. Sauf que là, ils en ont déposé beaucoup plus que la norme. Ils ont vraiment saturé le terrain avec les mines pour empêcher les Ukrainiens de passer, parce qu'ils disposaient de mines et que sur le reste, ils sont dans une position de faiblesse. Le facteur temps, c'est ce que Zelensky lui-même dit. Il faut lire la déclaration qu'il a faite où il déplore la lenteur des Occidentaux. Et tout ça compte ici. Je voulais que notre contre-offensive ait lieu beaucoup plus tôt, car tout le monde a compris que si la contre-offensive se déroule plus tard, une plus grande partie de notre territoire sera minée. Nous donnons à notre ennemi le temps et la possibilité de placer davantage de mines et de préparer ses lignes de défense. Cette question des mines, on l'avait peut-être sous-estimée. Elle est décisive dans tout le développement de la guerre. Elle est décisive, et puis vous avez des tempos qui sont contradictoires. Les Ukrainiens ont besoin de beaucoup de temps pour préparer leur contre-offensive, pour amasser la logistique, les obus, etc. On l'a bien vu. Et en même temps, ça permet aux Russes de se renforcer. Donc il y a un effet cisaille à un moment donné. Effectivement, si la contre-offensive prend trop de temps, eh bien les Russes seront encore mieux installés dans 6 mois qu'ils ne le sont en ce moment. Et ça posera problème. Moi, quand j'étais en Afghanistan, le premier incident auquel j'ai eu à faire face, c'est un VAP qui a sauté sur une mine. Alors les gens étaient intacts à l'intérieur, mais pour aller les chercher à 200-300 mètres à l'intérieur du champ de mine, eh bien, il a fallu des heures et des heures. Et les types étaient sur le haut du VAB en attendant qu'on vienne les chercher. Et là, on y est allé quasiment avec les engins de fouille du terrain, avec des espèces de pointes, comme ça, comme des baïonnettes, qui fouillent le terrain. Et je peux vous assurer que les sapeurs qui ont fait ça, des très beaux sapeurs du 19e génie à Besançon, quand ils sont arrivés, ils avaient pris quelques années. Regardez la séquence qu'on voit ici. On voit le char qui est complètement bloqué par les mines qui l'entourent, n'est-ce pas? Il a une difficulté à avancer simplement à cause de ça. Ah ben là, oui, si vous savez que vous êtes au milieu d'un champ de mines, il faut arrêter. Hein. C'est comme dans un taxi Porto-Brook. À un moment donné, il ne faut pas aller plus loin. Il vaut mieux appeler les minages. C'est ce qui est arrivé à Montvab. Hein. Il était quasiment bloqué au milieu d'un champ de mines. On ne savait pas que c'était miné. Et donc, il a fallu tracer la route pour pouvoir extraire les soldats et puis extraire le blindé ensuite. Là, on voit autour d'eux, on voit des petites explosions. Alors, je pense que malheureusement, c'est une des scènes dans lesquelles on a des soldats ukrainiens qui vont sauter sur des mines. Malheureusement, ça, c'est une des vidéos qui est pas sympa à regarder. On l'a foutu évidemment pour cette raison. Oui, bien sûr. Et quand, c'est une vidéo qui dure plusieurs minutes, et chaque moment, quand ils viennent chercher le copain qui est blessé, il y a un autre Ukrainien qui saute sur une mine, il y a la jambe qui saute. Enfin, elle est vraiment très très dure, cette vidéo. Là, on peut que se plaindre que, encore une fois, dans ce domaine-là aussi, on n'a pas fourni aux Ukrainiens le nécessaire pour se battre. Et c'est des pays comme le Cambodge ou la Colombie qui, pour le coup, ont envoyé des équipes spécialisées sur place pour participer au déminage. J'ai pas l'impression qu'on soit aussi présent que ce qu'il ne faudrait dans ce domaine. Il faut rappeler, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces scènes terribles, et ça a marqué, n'est-ce pas, l'Union soviétique, où les Russes, les Ukrainiens, enfin, beaucoup allaient envoyer des vagues d'hommes simplement pour sauter sur les mines. Vraiment, là, il n'y avait même pas de déminage ni manuel, ni sophistiqué.